réveil. Merci d'avoir choisi le Morning pour vous informer ce matin. Voici les titres à la une de l'actualité. La guerre des rapports sur le dernier conflit à Gaza a démarré. Israël a publié le sien hier. L'ONU doit rendre publique son enquête dans les jours qui viennent. On fait le point dans un instant. La Grèce et ses créanciers proches du point de rupture. Les négociations ont une nouvelle fois explosé en vol hier et le compte à rebours est lancé. Athènes pourrait annoncer un défaut de paiement dans les jours qui viennent. En France, Manuel Valls admet sa bourde, mais désormais aucun écart ne lui est pardonné. Il situe ce week-end la Réunion dans le Pacifique et fait de nouveau couler beaucoup d'encre. Aux États-Unis, Hillary Clinton lance sa campagne présidentielle à gauche toute avec un premier meeting qui avait tout d'un grand show à l'américaine, foule galvanisée, danseuse, fanfare, témoignages vibrants et surtout des premières pistes de réforme. Enfin, cet appel à l'aide des Druzes du Golan au gouvernement israélien, leurs frères côté syrien de la frontière pourraient se faire massacrer par les rebelles sunnites. Bienvenue à tous. Avant de développer ces titres, cette information, Mokhtar Belmokhtar aurait été tué dans une frappe américaine en Libye. L'ancien chef historique d'AQMI, responsable d'attaques sanglantes, s'était retiré dans ce pays d'où il entendait contrôler tout le Sahel. Myriam Aman. Mokhtar Belmokhtar est-il mort? C'est en tout cas ce qu'a annoncé le gouvernement libyen dimanche soir. Un raid américain lancé dans la nuit de samedi à dimanche visait bien le terroriste algérien dans l'est de la Libye. Le Pentagone attend cependant des analyses plus précises pour confirmer les résultats de son opération. Mokhtar Belmokhtar est le chef d'Al-Moura Baitoun, un groupe qui se revendique d'Al-Qaïda. Il est soupçonné d'avoir participé à l'attentat de Benghazi, dans lequel l'ambassadeur américain Christopher Stevens avait trouvé la mort en 2012. Le terroriste algérien est également responsable de l'attentat sanglant en janvier 2013 contre la centrale gazière d'Inanemas en Algérie. Attentat dans lequel 38 civils ont été tués, parmi lesquels 3 citoyens américains. Mokhtar Belmokhtar est depuis cette époque l'un des terroristes les plus recherchés par les services de renseignements américains. Le groupe djihadiste de Belmokhtar a récemment revendiqué le premier attentat contre des Occidentaux à Bamako, au Mali. Une attaque le 7 mars dernier qui visait un bar très fréquenté par les locaux et les expatriés. 5 personnes ont été tuées, 3 Maliens, un Français et un Belge. Si le raid est un succès, il s'agirait d'une victoire dans la lutte américaine contre le terrorisme dans la région. Mais la mort de Mokhtar Belmokhtar a déjà été annoncée à plusieurs reprises, notamment en avril dernier ou encore en 2013 lorsque l'armée tchadienne avait annoncé l'avoir abattu au Mali. Allez, autre titre ce matin, je vous le disais, Israël a donc publié hier son enquête sur le dernier conflit à Gaza. Le rapport établit que l'armée israélienne a pleinement respecté le droit de la guerre en ne visant aucun civil. Une enquête destinée également à répondre au rapport de l'ONU attendu dans les jours qui viennent. Léa Volbert. L'armée israélienne a respecté le droit international des conflits armés pendant l'opération Bordure Protectrice en juillet et août 2014. C'est la conclusion qui découle d'un rapport gouvernemental israélien rendu public ce dimanche. L'opération Bordure Protectrice était, selon ce rapport, une guerre légitime et nécessaire pour défendre les citoyens et le territoire israélien. Le document fait état d'attaques contre des cibles militaires relevant des opérations de groupes terroristes. Quant au nombre de civils tués, il s'agirait d'effets indirects malheureux mais légaux d'actions militaires dans des zones abritant des civils et leurs alentours. Quiconque désire connaître la vérité, qu'il lise ce rapport, qu'il lise aussi le rapport de nos généraux. Quiconque veut continuer à blâmer Israël sans argument, qu'il perde son temps à lire le rapport de la commission de l'ONU. De notre côté, nous continuerons à protéger nos soldats et nos soldats continueront à nous protéger. Le comité en charge de rédiger le rapport est composé de 11 anciens chefs d'état-major, des hauts gradés, ainsi que des dirigeants américains, allemands, britanniques, hollandais, espagnols, italiens, australiens et colombiens. Tous se sont rendus en Israël du 18 au 22 mai 2015 pour enquêter sur le dernier conflit israélo-palestinien. Le groupe a notamment rencontré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et plusieurs hauts gradés de l'armée israélienne. L'autorité palestinienne s'est empressée de rejeter ce rapport, dénonçant un document qui nie la réalité et qui est la suite logique de ce qu'Israël a fait dans la bande de Gaza.
Dans ce rapport israélien, la force occupante essaie de s'auto-blanchir des crimes de guerre commis dans la bande de Gaza. C'est une tentative de contrôler l'opinion internationale et de prendre de vitesse le rapport du Conseil international des droits de l'homme. Ce rapport israélien n'a aucune valeur car la responsabilité d'Israël est évidente. Les crimes de guerre se sont déroulés à Gaza et ils ont été retransmis en direct à la télévision. Israéliens et Palestiniens s'accusent mutuellement de crimes de guerre. En janvier dernier, l'autorité palestinienne a saisi la Cour pénale internationale qui a peu après annoncé l'ouverture d'un examen préliminaire du conflit. La commission d'enquête du Conseil des droits de l'homme de l'ONU devrait remettre ses conclusions dans les prochains jours. Cyril, ce rapport fait évidemment la une dans la presse israélienne ce matin. Un rapport, on le rappelle, censé devancer celui de l'ONU. Mieux vaut prévenir que guérir, dit l'adage. Le Maariv reprend le proverbe ce matin. À l'instar de tous les quotidiens, le quotidien de centre-droite Maariv donc fait ses gros titres ce matin sur le rapport officiel. Israël présente les crimes de guerre du Hamas. Titre le tabloïd. Snipers embusqués dans des mosquées, dépôts d'armes dans des écoles civiles utilisés comme boucliers humains. Israël accuse le Hamas d'avoir commis cet été un double crime de guerre, tiré sur les civils israéliens et se cacher derrière les civils gazaouis. Action préventive, titre de son côté le quotidien proche du pouvoir, Israël Hayom. Les actions de Tsahal pendant l'opération Bordure Protectrice étaient bel et bien légales et légitimes. Celle du Hamas en revanche relève, elle, du crime de guerre. La majorité des 2200 Palestiniens tués cet été portaient une arme, affirme le journal, et le Premier ministre Netanyahou qui a estimé que la lecture du rapport de la commission d'enquête de l'ONU serait tout simplement une perte de temps. Une perte de temps pourquoi ? Parce que nous vivons dans un monde froid, cynique et hypocrite, s'indigne l'éditorialiste du journal. Quand l'OTAN bombarde la Yougoslavie, les États-Unis bombardent l'Afghanistan ou encore quand la France bombarde le Mali, quelqu'un a-t-il songé à exiger une commission d'enquête ? Eh bien non, s'insurge Chaim Shain, car nous vivons dans un monde cynique et hypocrite. Alors Israël a choisi de passer à l'offensive, voilà donc le titre du Times of Israel. Une bonne chose, selon le site d'information, car le rapport est approfondi, souvent convaincant, mais sa faiblesse, eh bien, c'est qu'il a l'allure d'un plaidoyer. Plus sévère encore, le Haaretz, lui, estime que ce rapport aura autant d'effet qu'un ver à ventouse sur un mort. Si Israël avait encouragé la reconstruction de la bande de Gaza ou encore coopéré avec la commission d'enquête, au lieu de la bouder, le résultat eût été autrement plus efficace. Merci Cyril. Voilà pour les titres de la presse israélienne. Dror, le rapport de l'ONU est attendu dans les heures, voire les jours qui viennent. Mais Cyril l'a dit, pour Binyamin Netanyahou, la lecture de ce rapport onusien est une perte de temps. Oui, mais tout de même, les responsables israéliens et Netanyahou au premier chef considèrent avec beaucoup de sérieux ce rapport, puisqu'ils ont eux-mêmes publié leur propre rapport. Alors, Cyril l'a dit. La commission de l'ONU a été boycottée par Israël. Israël, officiellement, n'a pas coopéré avec les enquêteurs de l'ONU parce qu'Israël considère que cette commission des droits de l'homme des Nations Unies, elle est systématiquement biaisée et anti-israélienne. Et l'histoire de cette, non seulement l'histoire, mais la composition des membres de cette commission onusienne des droits de l'homme prouve qu'effectivement, c'est une commission dont les penchants sont très nettement hostiles à Israël. Il y a eu des témoignages à titre privé, on s'en souvient, il y a quelques mois à Genève, d'habitants de localités israéliennes qui jouxtent la bande de Gaza et qui ont témoigné à titre privé de l'enfer qu'ils vivaient quotidiennement. Mais Israël, officiellement, a refusé de coopérer. Mais tout cela, quand même, est pris très au sérieux. On se souvient du rapport Goldstone, après l'opération Pont d'Urcy. Israël veut éviter qu'à nouveau, il soit l'objet d'une volée de bois vert de la part de la communauté internationale et des organisations de défense des droits de l'homme. Tout ça dans un contexte où les appels au boycott se font de plus en plus entendre, où les pressions internationales sur Israël se font de plus en plus vive. Et ce rapport de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, si jamais les Palestiniens veulent faire appel au tribunal international de La Haye, eh bien ce sera une base juridique solide du point de vue palestinien. Oui. Donc Israël ne prend rien au hasard. Et publie donc ce rapport. Que peut-on en dire ce matin de ce rapport? Il s'agit d'un plaidoyer. Est-ce qu'il est crédible? Écoutez, on va en rappeler peut-être les principaux points. On va le voir à l'écran. Les principaux points de ce rapport. La responsabilité du Hamas est établie dans le déclenchement des hostilités, l'utilisation de civils palestiniens comme boucliers humains par le Hamas, donc crime de guerre par le Hamas,
vis-à-vis de sa propre population, tir de snipers depuis des mosquées, utilisation de bâtiments des Nations Unies par les terroristes du Hamas, et les morts de civils palestiniens résultent d'erreurs de tir de l'armée israélienne. Tout cela a été, vous savez, les Israéliens, encore une fois, ont pris toutes les précautions nécessaires au point de vue juridique. Les avocats de l'armée israélienne ont étudié chacune des opérations de l'armée. Merci. Le compte à rebours est lancé pour la Grèce. Il ne lui reste plus que quelques jours pour satisfaire ses créanciers et éviter un défaut de paiement. Les négociations ont été suspendues une nouvelle fois hier et une Grexit est désormais envisagée par tous. Seulement voilà, la déflagration européenne pourrait être plus dramatique qu'on ne le pense. Vendredi, les marchés en tout cas étaient affolés par une telle perspective. Myriam, les places boursières ont ouvert ce matin. Quelle est la situation ? Alors ce matin, on a déjà à Tokyo l'euro en légère baisse face au dollar et au yen. Et en fait, ça fait simplement suivre ce même état d'esprit, cette inquiétude, ce pessimisme et cette volonté des marchés financiers d'absorber le risque d'un défaut de paiement de la Grèce pour justement éviter toute panique. Ici, défaut de paiement il y a d'ici quelques mois, eh bien cette panique, on n'y échappera pas. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière sur les marchés ? Eh bien vendredi, vous l'avez dit, clôture en baisse du CAC 40, moins 1,41% pour vendredi après-midi. C'est la 3e semaine consécutive de baisse. Et pourtant, le climat économique est relativement positif. Autrement dit, la Grèce est bien l'unique responsable. À noter d'ailleurs qu'à l'inverse, mercredi, lorsque l'optimisme était encore de mise au sein des dirigeants européens, eh bien le CAC 40 avait alors bondi de 1,75%. Les marchés qui coûte que coûte veulent amortir ce risque d'un Grexit. Voilà un risque qui augmente. Les négociations ont été une nouvelle fois suspendues hier. Que s'est-il passé ? Eh bien pourtant, c'était les discussions de la dernière chance. C'est ainsi qu'on les avait présentées. Cette rencontre de ce week-end, tout le monde y est arrivé avec beaucoup de bonne volonté. C'est en tout cas l'écho qu'on a reçu de la part de nombreux dirigeants européens. Une réunion qui n'a pourtant duré que 45 minutes et qui s'est terminée sur de trop importantes divergences. Ces divergences, eh bien c'est quoi ? Ces divergences, elles se montent plutôt à combien ? À 2 milliards d'euros. Ce sont les efforts annuels que l'Europe veut continuer à exiger de la Grèce et que la Grèce refuse de consentir parce que pour y parvenir, il faut davantage baisser les retraites, augmenter la TVA et ce, Tsipras s'y refuse toujours. Autrement dit, une atmosphère extrêmement pessimiste lors de cette dernière réunion puisque, rappelons-le, l'objectif c'est le 30 juin un remboursement de 1,6 milliard d'euros au FMI et pour ce remboursement, il faut la dernière tranche d'aide de 7,2 milliards d'euros de la part de ses créanciers pour Athènes. Alors quelles sont les chances, Myriam, de quand même aboutir à un accord et d'éviter une Grexit ? Alors éviter le Grexit aujourd'hui, personne n'est pour un Grexit. Qu'il s'agisse aujourd'hui des dirigeants grecs ou bien des dirigeants européens, tout le monde est bien conscient des risques que cela représente. À l'unanimité, le Grexit n'est pas souhaité, mais ne peut cependant être exclu. La menace est toujours là. L'épée de Damoclès est autant au-dessus de la tête d'Athènes que de celle des Européens, parce que c'est aux deux que cela va coûter. La prochaine échéance, eh bien, c'est jeudi, une réunion au sein de l'Eurogroupe avec une fois de plus le Fonds monétaire international de Christine Lagarde pour tenter de renouer le dialogue. Tsipras et Varoufakis l'ont dit d'une même voix, un accord peut être signé en une nuit. Oui, mais répond Angela Merkel, pour ce faire, il faut arrêter d'essayer de tirer toujours ces discussions uniquement sur le plan politique. En attendant, le Grexit reste à l'ordre du jour. Merci Myriam. En France, François Hollande, qui multiplie les déplacements, insiste, il n'est pas en campagne et n'a pas encore pris sa décision pour 2017. En attendant, il confirme hier la mise en place d'une de ses grandes promesses électorales, le prélèvement à la source de l'impôt dès 2018 dans le cadre de sa grande réforme fiscale. Léa Volbert. Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu devrait être pleinement appliqué d'ici 2018. François Hollande l'a confirmé ce dimanche dans une interview accordée au quotidien Sud-Ouest. Il s'agit pour lui d'une réforme attendue par les Français et souhaitable pour l'État. La réforme devrait être engagée dès 2016. Objectif, faciliter la vie des entreprises et des contribuables. Cette réforme doit être bien menée pour être bien mise en œuvre, étape par étape. Et ça ne peut pas se faire en moins de 3 ans. Sur le principe, toute la gauche semble s'accorder, mais sur le calendrier, quelques voix dissonnent, à commencer par celle du député PS Dominique Lefebvre, vice-président de la commission des finances. L'élu du Val d'Oise juge tout simplement impossible de commencer à mettre en œuvre cette réforme avant 2018. Le temps de se mettre d'accord, il faudrait démarrer en 2018 avec une mise en place s'étalant ensuite sur 3 ou 4 ans. Le faire avant serait hasardeux politiquement.
Pour autant, Dominique Lefebvre juge urgent de retranscrire dans les textes législatifs le principe du prélèvement à la source et de dénoncer une situation anachronique. La France est, avec la Suisse et Singapour, l'un des seuls pays de l'OCDE à ne pas avoir mis en place ce système. Une mesure de simplification et de modernisation, donc, qui s'accompagne néanmoins de plusieurs questions techniques et juridiques. Qui sera en charge du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu ? Les tiers payeurs seront-ils les entreprises ou les banques? Quid de l'année de transition entre les deux systèmes? Dominique Lefebvre confirme qu'il est bien entendu exclu de prélever 2 fois la même année l'impôt sur le revenu. Il ajoute qu'à l'inverse, l'État ne peut pas se priver d'une ressource de 70 milliards d'euros. François Hollande promet quant à lui un projet qui garantira que nul ne perde quoi que ce soit, ni les Français, ni l'État. Voilà, et le président de l'État vient de battre un nouveau record. Il est le premier homme politique français à avoir dépassé le million d'abonnés sur Twitter. Rudy, comment y est-il arrivé ? En tout cas, comme le dit Cyril Petit du JDD, il a enfin touché le million. Alors, hasard du calendrier numérique, cette barre symbolique du million a été dépassée lors d'un week-end que beaucoup d'analystes politiques ont qualifié vraiment de week-end de campagne. Vendredi à Nantes et à Vitry, samedi au Mans, au Stade de France et dimanche à Bordeaux, chez Alain Juppé à Vinexpo. Donc François Hollande, évidemment, s'en défend, mais cela ressemble à un vrai week-end de campagne, qui plus est sur les terres de ses rivaux potentiels pour 2017. Et la communication d'Élysée a appuyé sur ce fameux million et ce titre d'homme populaire d'homme politique le plus populaire sur Twitter, tout simplement car depuis 2008, on sait très bien l'importance des réseaux sociaux, et donc depuis la campagne d'Obama, le fameux Yes Weekend de 2008, on comprend l'importance de la campagne en ligne pour les hommes politiques. Alors pour plusieurs raisons, déjà, Internet reste rattaché à une image de modernité politique et de proximité avec le peuple, et puis deuxième raison, d'un point de vue purement pratique, le message politique, Internet fait que le message politique peut être diffusé à la vitesse d'un tweet, c'est-à-dire beaucoup plus rapidement que dans les médias traditionnels. Voilà pourquoi cette barre du million est un événement dans l'optique de 2017. Voilà, c'est important. Pourtant, c'est surprenant parce que François Hollande n'est pas un grand aficionado des réseaux sociaux. Oui, contrairement par exemple à Nadine Morano ou encore à Jean-Luc Mélenchon, François Hollande tweete très peu. Il a tweeté que seulement 4388 fois en 6 ans, et il se contente finalement de déclarations présidentielles très solennelles ou de reprises de discours. Mais cette discrétion semble désormais appartenir au passé. Il a une véritable armada de communicants. Et puis autre bémol, il faut quand même rappeler que ce million, il peut paraître impressionnant pour la France, mais ce n'est rien face aux 60 millions d'Obama, 6 millions d'Erdogan. Il est à peu près à la 20e place des dirigeants mondiaux les plus suivis sur Twitter. Et même s'il est leader sur Twitter, il ne l'est pas sur Facebook, car là, c'est Nicolas Sarkozy qui tient la corde. Donc voilà, sur Internet, la campagne 2017 est bel et bien lancée. Merci beaucoup, Rudy. Et une semaine après son déplacement à Berlin, Manuel Valls tente de clore la polémique autour de son voyage à bord de l'avion gouvernemental pour assister à la finale de la Ligue des Champions. Pour la première fois ce dimanche, il a reconnu avoir commis une bourde. Jeudi, il avait déjà reconnu une erreur de communication. Je vous propose d'écouter le Premier ministre. Quand je dis que si c'était à refaire, je ne le referais pas, je reconnais évidemment qu'il y a eu une erreur de communication, une erreur de sensibilité. Et je le reconnais, je pense que un responsable politique, il est fait aussi de sang, de chair, et il est capable de sensibilité et de comprendre ce qui se passe autour de lui. C'était un déplacement officiel à l'invitation de Michel Platini. Il n'y a eu aucune faute. Mais moi, je suis attentif à ce que disent les Français, et je pense que c'était normal que je dise les choses aussi clairement que je l'ai dit ce matin. Et Maurice, depuis cette polémique, Manuel Valls est scruté à la loupe, on ne lui laisse rien passer. Dernière preuve en date, une petite erreur de géographie. Une erreur, une faute de géographie, disons, puisque Manuel Valls a placé l'île de la Réunion dans l'océan Pacifique, alors que l'île de la Réunion se situe, vous le savez, dans l'océan Indien. On l'écoute d'ailleurs, vous allez voir. Confiance à la Réunion. Vous savez, la Réunion, c'est, vous le savez parfaitement, c'est le premier département, c'est la première région d'outre-mer. C'est 800 000 habitants. C'est une place majeure dans le Pacifique. C'est une société pacifique, exemplaire même dans le dialogue entre les cultes.
Et pourtant, Barbara, on ne le voit pas là dans l'extrait que nous avons choisi, mais une des deux journalistes qu'il interviewait a tenté de corriger le Premier ministre en lui posant une question suivante, en le corrigeant et en le citant, mais Manuel Valls n'a pas saisi la perche pour remettre les choses dans l'ordre. Alors, une bourde qui a provoqué le commentaire du philosophe Michel Onfray, qui a tout simplement constaté « on ne peut pas être bon en foot et en géographie ». Merci Maurice. Aux États-Unis, Hillary Clinton a officiellement lancé sa campagne samedi avec son premier grand meeting électoral. Le lieu symbolique, l'île Roosevelt, a accueilli des milliers de sympathisants avec en décor de fond les gratte-ciels de Manhattan. Le message, à gauche toute, la candidate démocrate se pose en championne de la défense des classes moyennes. Joseph Emmanuel. Ses premiers pas de candidate à l'investiture démocrate, Hillary Clinton les effectue dans l'Iowa, précisément à Monticello, une petite ville de 4000 habitants. Objectif, la présidentielle 2016, et ça n'est pas un hasard si l'ex-secrétaire d'État a choisi de commencer ici. Elle y avait subi une cinglante défaite il y a 7 ans face à un jeune sénateur inconnu de la plupart des Américains, Barack Obama. Une série de rencontres en petit comité avec des Américains ordinaires, le versant populaire d'une campagne qui, dès à présent, critique les hauts salaires. L'Iowa, c'est l'exemple même de petit État primordial dans une élection présidentielle américaine, à peine 3 millions d'habitants, et pourtant le lieu des premiers affrontements pour tout candidat à la Maison-Blanche. Le résultat ne sera pas décisif en termes arithmétiques, mais donne souvent le ton pour la suite. Ce samedi, c'est à New York qu'Hillary puise dans son histoire personnelle. Elle défend la vision de son Amérique. Et vous savez quoi? L'Amérique ne peut pas réussir si vous ne réussissez pas. C'est pour ça que je me présente à la présidence des États-Unis. Les bénéfices ne peuvent pas revenir seulement aux PDG et aux gestionnaires de fonds. Une attaque frontale du monde de la finance face au gratte-ciel new-yorkais. Le discours était très attendu, car depuis avril, la candidate enchaîne les rencontres de petit format et les réceptions privées pour lever des fonds. Elle aura comme adversaire des primaires Bernie Sanders, un sénateur qui critique régulièrement le silence de l'ex-première dame sur des sujets chers à la gauche, comme le futur accord de libre-échange avec la région Asie-Pacifique. Son étape dans l'Iowa est considérée comme cruciale. Des propositions concrètes sont attendues sur les volets économiques, politiques et sociaux, mais son problème d'image persiste. Un récent sondage montre que près de 60% des Américains remettent en question son honnêteté, une gageure pourtant fondamentale au pays de l'oncle Sam, où la morale est depuis toujours élevée au rang de valeur absolue. Voilà, et bonjour à notre correspondant à New York, David Benaïm. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Alors, comment a été accueilli ce premier grand meeting par la presse américaine ? Depuis le lancement de la campagne d'Hillary, la presse est plutôt sceptique à son égard. On est loin des jours heureux dont le Parti démocrate a pu profiter quand Obama était candidat. Les journalistes n'ont toujours pas digéré le fait qu'elle ne donne aucune interview et qu'elle consacre toutes ses apparitions au public dont elle convoite les votes. J'ai été très étonné de constater que le New York Times n'a pas mentionné du tout à la une de son édition du dimanche le rassemblement d'Hillary, alors qu'au minimum le New York Times est censé couvrir au moins la région de New York. Les chaînes Tout Info ont souvent opté pour le commentaire de la forme plutôt que l'analyse du fond, en mettant souvent en avant des anecdotes, comme le fait que son équipe de campagne a fait interdire le survol de l'événement par des hélicoptères pour ne pas perturber son discours. Enfin, les grandes émissions politiques du dimanche jouent énormément la carte du futur duel potentiel entre Jeb Bush, qui doit déclarer sa candidature aujourd'hui, et Hillary Clinton à coups de titres assez faciles comme Bush Clinton 2.0 ou encore Dynasty Candidates, toujours en référence aux deux familles politiques les plus influentes du pays, comme on a pu le voir dans l'émission dominicale très respectée Meet the Press. Alors David, sur le fond, en mettant le cap à gauche, quel est son calcul stratégique à Hillary Clinton? De qui cherche-t-elle à se démarquer? Elle a démarré sa campagne en se voulant la championne de l'Amérique ordinaire, en s'adressant principalement aux classes moyennes. Son calcul stratégique, c'est avant tout de ne pas perdre l'électorat de Barack Obama, qui a gagné à 2 reprises en faisant une campagne très sociale. Avant de s'attaquer au camp républicain, elle doit séduire la base de l'électorat démocrate, très ancré à gauche, les ouvriers, l'Amérique profonde, les minorités visibles, comme la communauté latino-américaine qui se trouve dans des États clés comme la Floride ou la Californie, et puis toutes les familles, parents célibataires, familles recomposées ou LGBT, qui, depuis 2 ans, bénéficient enfin de l'assurance sociale pour tous,
Plutôt que d'essayer de se démarquer, elle essaye plutôt de se rapprocher, notamment de la génération Y, les 18-35 ans, qui votent très peu, mais qui s'informent grâce aux médias sociaux et qui sont de potentiels nouveaux électeurs concernés. Il ne fait aucun doute que dans l'état d'esprit des Américains, Hillary fait partie de l'élite, des plus riches, donc elle doit se démarquer par ses idées, ses propositions, et surtout faire attention de ne pas reproduire les erreurs du passé, en pensant que la route vers la nomination est toute tracée. Bernie Sanders, l'un des candidats pour l'investiture démocrate, fait déjà un score très honorable de 15% dans les sondages. Ouais. Dans une campagne de terrain très à gauche. Alors justement, on a vu une Hillary samedi très sûre d'elle, avec quelques confidences personnelles, un peu d'humour et puis toute la panoplie des grands shows politiques à l'américaine. On sent une campagne extrêmement préparée. Elle a tiré quelles leçons de sa campagne de 2008 ? C'est définitivement une candidate débridée si l'on compare l'Hillary de 2008. C'est surtout une candidate beaucoup plus accomplie, forte de son expérience en tant que secrétaire d'État, mais ce n'est pas une Hillary qui transcende les foules. On est loin de l'engouement des 2 dernières campagnes électorales et de la ferveur qui a entouré Obama. Sa campagne est très méticuleuse, voire trop méticuleuse. Ce que le public attend, c'est de découvrir son côté authentique, ces petits moments qui font les campagnes électorales américaines qui peuvent faire la différence pour gagner la confiance des électeurs. Merci beaucoup, David, depuis New York. Et puis ce signe de vie du robot européen Philae, situé à 360 millions de kilomètres de la Terre, il s'est de nouveau manifesté ce week-end, endormi depuis 7 mois. Faute de batterie, il laisse désormais espérer qu'il va pouvoir se remettre au travail sans attendre. Chloé Demoulin. Après 7 mois de silence, Philae s'est réveillé. Le robot européen a émis des signaux pendant quelques minutes, bien assez pour permettre à cet expert d'être enthousiaste. Nous avons obtenu des données sur la température et la puissance produite par le générateur solaire. L'atterrisseur semble opérationnel. Nous allons travailler dans les prochains jours pour établir une communication plus durable. Nous espérons pouvoir reprendre la commande des instruments scientifiques et ainsi obtenir de nouvelles informations sur la surface de la comète. Philae a été largué sur une comète par la sonde Rosetta le 12 novembre dernier, résultat d'un voyage de 10 ans à travers l'espace et prouesses techniques inédites. Sa mission, percer les secrets de l'univers, les origines du système solaire et peut-être même l'apparition de l'eau et de la vie sur Terre. Après un atterrissage mouvementé, le robot avait travaillé 60 heures et émis une première image. Puis il s'était mis en veille à court de batterie. Ce sont les rayons du soleil qui lui permettent aujourd'hui de fonctionner de nouveau. Mais la partie n'est pas gagnée pour autant. Les scientifiques émettent encore des craintes sur l'ancrage du robot sur la comète. Voilà, et on va se quitter pour un nouveau point complet sur l'actu. Juste après cette question, la justice va-t-elle rattraper Omar El-Béchir en déplacement en Afrique du Sud? Eh bien, la justice lui interdit de quitter le pays pour crime de guerre commis au Soudan. Un rebondissement dans une affaire qui a pourtant démarré en 2009. On en parle donc juste après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Sarah Gaudron. Restez avec nous. Du Morning, merci d'être avec nous ce matin. Le 25e sommet de l'Union africaine s'est ouvert hier à Johannesburg, mais une ombre plane autour de cette réunion. Le président soudanais Omar El-Béchir, qui a fait le déplacement, est interdit de sortie de territoire par la justice. Il est poursuivi depuis plusieurs années pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. La chute du président soudanais est-elle proche ? Omar El-Béchir, 71 ans, est un militaire de carrière. Issu d'un milieu modeste, il est arrivé au pouvoir grâce à un coup d'État, mais également grâce à ses amitiés avec les islamistes. Le Soudan est visé depuis 1997 par des sanctions économiques, en raison de violations des droits de l'homme, mais aussi de ses liens avec Al-Qaïda. Omar El-Béchir a accueilli Oussama Ben Laden sur son territoire jusqu'en 1996. Dissolution des partis politiques et des syndicats et instauration de la charia. Les mesures mises en place par le général Béchir ont aggravé les tensions entre le nord musulman et le sud peuplé de chrétiens et d'animistes, précipitant le pays dans une guerre civile meurtrière. Selon l'ONU, le conflit qui a éclaté au Darfour en 2003 aurait fait plus de 300 000 morts. Entre 2009 et 2010, la Cour pénale internationale a émis 2 mandats contre le président soudanais. Un premier pour crime de guerre et crime contre l'humanité et un second pour génocide.
Cela n'a pas empêché le chef d'État au pouvoir depuis 26 ans d'être réélu en avril dernier avec un score stalinien, 94,5% des voix. Pour échapper à son arrestation, Omar el-Béchir avait limité ses déplacements, privilégiant les pays qui n'ont pas rejoint la Cour pénale internationale. Reste à savoir si l'Afrique du Sud, qui en est un État membre, exécutera son mandat. Et bonjour à Louis Kemayou, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes président du club de la presse africaine. Alors pourquoi la justice s'emballe-t-elle maintenant alors que le leader soudanais est poursuivi depuis 2009 ? Elle s'emballe parce que... On a un petit problème de liaison avec vous. On va essayer de rétablir le contact dans quelques instants. On passe pour l'heure à une autre affaire, l'affaire Snowden, qui continue de faire des vagues. Cette fois, les conséquences des révélations faites par l'ancien agent américain sont considérables. La Grande-Bretagne s'est vue obligée d'exfiltrer en urgence des espions implantés dans des pays hostiles de peur qu'ils ne soient démasqués. Elsa Bourg. On pourrait presque se croire dans un film d'espionnage hollywoodien ou dans un bon James Bond, mais c'est pourtant la réalité. Le service de sécurité de la Grande-Bretagne, chargé de défendre les intérêts britanniques à l'étranger, a été contraint d'évacuer immédiatement ses agents des pays considérés comme hostiles en raison d'une fuite d'informations. Le Sunday Times a récolté des témoignages anonymes de fonctionnaires du bureau du Premier ministre britannique David Cameron. Ils affirment qu'en ayant eu accès aux documents ultra secrets emportés par l'ancien consultant américain Edward Snowden, les agences d'espionnage russes et chinoises étaient en mesure d'identifier les espions britanniques et américains qui opéraient sur leur territoire. Contacté par une agence de presse, le porte-parole du bureau de David Cameron a refusé de commenter l'évacuation express des espions britanniques. Cette évacuation intervient une semaine après les déclarations du président américain Barack Obama sur la cybersécurité. Il a promis de renforcer les défenses cybernétiques, notamment pour contrer le piratage chinois. Mais son administration reste très prudente, conscient du danger potentiel d'une cyberguerre entre les deux plus grandes économies du monde. Les États-Unis réclament toujours l'extradition de l'informaticien Edward Snowden pour le poursuivre en justice. L'ancien agent de la CIA a fui l'Amérique en 2013 après ses révélations et s'est depuis exilé à Moscou. Allez, on parle de cette affaire avec un autre expert. On espère que la liaison sera meilleure. Pierre Martinet, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes un ancien agent de la DGSE. Est-ce que Londres est réellement menacé par ces dernières révélations ? Bien évidemment que les révélations de Snowden ne sont pas seulement sur les agissements sur le fonctionnement de la NSA, mais ça met en danger aussi tous les espions, enfin tous les espions entre guillemets, tous les gens qui travaillent pour les services de renseignement de par le monde. C'est un petit peu la même chose pour tous les services de renseignement dans le monde. Donc effectivement, ça met en danger physiquement des potentiels espions, mais surtout, ça met en danger aussi la famille de ces gens-là. Alors, des sources révèlent que les modes d'opération des services secrets britanniques sont désormais connus par ces révélations, notamment par la Chine et la Russie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Anglais doivent désormais changer toute leur façon de travailler? Alors, les modes de fonctionnement de tous les services dans le monde sont plus ou moins connus. Après, il y a certaines techniques que les gens ne connaissent pas, et effectivement, ça va remettre en cause tout le mode de fonctionnement intellectuel et technique d'une partie des agents britanniques et peut-être d'autres services de renseignement, comme peut-être les Américains également. Je déjeunais récemment avec quelqu'un de l'ambassade de France, de l'ambassade des États-Unis à Paris, et il me disait en préambule qu'il avait plus de respect que pour Ben Laden que pour Snowden. Donc ça démontre bien un petit peu la haine qu'ils ont à peu près vis-à-vis de cet personnage. Voilà, et l'ampleur des dégâts causés par ces révélations. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Démonstration de force face à la Russie. L'OTAN est en train de mener des manœuvres militaires en mer Baltique. 6000 soldats sont mobilisés. Dans le même temps, on apprend que Washington serait en passe d'entreposer des armes lourdes dans plusieurs pays baltes et d'Europe de l'Est. Objectif toujours le même, faire face à une éventuelle agression russe. Explication Joseph Emmanuel. Des chars de combat, des véhicules d'infanterie et plusieurs types d'armes lourdes, du matériel de guerre américain parqué en Europe de l'Est. C'est la première fois depuis la guerre froide que Washington pense à stocker du matériel militaire dans des pays faisant autrefois partie de la sphère d'influence soviétique. L'intention est précise,
rassurer les pays baltes et d'autres pays d'Europe de l'Est, inquiets depuis l'annexion de la Crimée et les combats dans l'Est ukrainien. La proposition doit encore recevoir l'aval de la Maison-Blanche. Cette dernière écoute les inquiétudes de certains alliés de l'OTAN à propos de la future réaction de la Russie. En attendant, l'OTAN manœuvre en mer Baltique. 14 membres de l'Alliance et 3 partenaires sont venus pour une relation spéciale avec des forces importantes en mer pour effectuer un éventail complet des opérations de défense aérienne, de lutte contre les mines, des opérations de lutte anti-sous-marine mais également de débarquement amphibie. Je pense que ça montre un message très fort de notre volonté. Une volonté avant tout américaine. L'exercice est généralement mené par les États-Unis, mais cette année, c'est l'OTAN qui l'exécute. Belgique, Canada, Danemark, Estonie, Finlande, France et de nombreux autres pays prennent part aux opérations. Objectif : montrer aux Russes la détermination des forces alliées à défendre la région. En l'état actuel des plans américains, de l'équipement pour quelques 150 hommes serait stocké dans 3 pays baltes. Pour la suite, le Pentagone devrait obtenir le feu vert avant la réunion des ministres de la Défense de l'OTAN qui prend place dans quelques jours à Bruxelles. Allez, on revient à présent sur cette information qui concerne le président soudanais. Je vous le disais, Omar El-Béchir est en ce moment en Afrique du Sud pour le sommet de l'Union africaine. Seulement voilà, il a été interdit par la justice de quitter le territoire sud-africain. Je vous rappelle qu'il est poursuivi depuis de nombreuses années pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. On vous retrouve Louis Kemayou, président donc du club de la presse africaine. Alors je vous demandais pourquoi la justice s'emballe aujourd'hui alors qu'il est poursuivi depuis de nombreuses années déjà. Depuis 2009. Ce qui se passe, c'est que depuis 2009, il visitait des pays qui étaient plutôt disposés à assurer sa sécurité. L'Afrique du Sud a essayé de le faire, elle a émis des notes pour expliquer qu'elle n'allait pas le livrer à la justice, mais il se trouve que la justice sud-africaine n'est pas est suffisamment indépendante, disons, parce que ce qui s'est passé n'est pas une demande du président Jacob Zuma, qui a lui-même déjà fait les frais de cette justice. Il est passé à 2 doigts de l'impeachment dans son pays, et là, c'est le président Omar El-Béchir qui est attaqué en justice par une ONG sud-africaine qui a déposé une plainte qui a été exécutée par les autorités judiciaires sud-africaines. Et donc aujourd'hui, le président Omar El-Béchir, malgré l'immunité diplomatique à laquelle il pourrait prétendre, est contraint de rester en Afrique du Sud le temps que la justice fasse son travail. Alors Louis, si la procédure suit son cours, quel sera le destin du président soudanais? Il pourrait finir derrière les barreaux? Si les choses suivent leur cours sans qu'il y ait d'intervention politique, il est évident qu'il se retrouvera à la CPI, à la Cour pénale internationale. Mais là, on est quand même dans un cas de figure assez compliqué parce qu'il faudrait encore que la Cour pénale ait la capacité d'envoyer des personnes pour le chercher ou que les autorités politiques suivent les instructions de la justice sud-africaine. Il y en a 2 cas de figure, c'est pas tout à fait gagné jusqu'à présent. Alors pour finir, Louis, un dernier mot sur cette Cour pénale internationale. De nombreux leaders africains lui reprochent de se focaliser sur leur continent. Ils parlent même de chasse raciale. Et c'est vrai que les chiffres le prouvent quelque part. Beaucoup plus de leaders africains sont poursuivis que d'autres leaders d'autres continents. Pourquoi, à votre avis ? Il y a déjà qu'au niveau africain, le contingent de pays qui ont signé le traité de Rome, qui institue la Cour pénale internationale, le gros de ces pays, 2 tiers des pays sont africains. Et donc, ils ne comprennent pas beaucoup, parce que la légitimité de la Cour repose quand même beaucoup sur le fait que la grande majorité des pays qui ont signé ces accords sont africains. Donc, ils ne comprennent pas qu'ayant donné cette légitimité à la Cour, ce soit eux qui soient davantage poursuivis que les autres. La deuxième chose, c'est que le fonctionnement de la Cour paraît assez suspect pour la plupart des gens. Quand on est attaqué en justice, il y a la présomption d'innocence. Mais à la Cour pénale, tout fonctionne comme s'il y avait plutôt une présomption de culpabilité. Prenez le dossier, par exemple, de Jean-Pierre Bemba, de la RDC, qui est accusé pour les exactions qui ont eu lieu en République centrafricaine du temps où Ange Félix Patassé était président, c'est-à-dire le prédécesseur du président sortant. On ne l'a jamais inquiété jusqu'à son décès pour des opérations qui avaient lieu dans son pays. Même le président Bozizé, qui aurait pu répondre de ces actes-là, n'a jamais été attaqué. Donc ça fait que des fois on a l'impression que c'est à tête chercheuse.
et que ça permet souvent de régler des problèmes politiques dans les pays. Le dernier cas de figure en présence aujourd'hui, c'est celui de la Côte d'Ivoire, avec Laurent Gbagbo et puis quelques autres protagonistes de son camp. On a l'impression qu'il a été chercher cette justice, mais c'est à elle de prouver à quel point elle est légitime. Et c'est surtout aux Africains de se doter d'institutions auxquelles les populations et les partenaires puissent faire confiance également. Merci beaucoup Louis Kemayo d'avoir été avec nous ce matin. Allez, on parle à présent d'une sortie sexiste qui déchaîne les femmes scientifiques. La remarque vient d'un prix Nobel de médecine, résultat des dizaines de réponses à Tim Hunt, des réponses plutôt spirituelles, Betsabé. Oui, effectivement, l'idée c'est l'humour pour tourner en dérision la sortie de Tim Hunt. Donc c'était il y a quelques jours, c'était lundi dernier lors d'une conférence mondiale. Ça se passait en Corée du Sud. Alors le prix Nobel de médecine de 72 ans confie, dit-il, son problème avec les femmes. Je cite, 3 choses arrivent lorsqu'elles sont dans un laboratoire, ces femmes. Vous tombez amoureux d'elles, elles tombent amoureuses de vous et quand vous les critiquez, elles pleurent. Alors souci, pour lui, eh bien, ces propos accueillis par un silence quand même de marbre sur place ont été immédiatement tweetés par une scientifique britannique sur place. Et là, une fois sur Internet, déchaînement des passions au niveau planétaire, réaction qui mêle rancœur et humour, enfin surtout humour, sous ce hashtag Distractingly Sexy, entendez sexy au point de déconcentrer les hommes. Donc, quelques exemples. Oui, je suis sexy à vous déconcentrer dans ma combinaison qui épouse si bien mes formes. Ou encore, rien de tel qu'un tube à essai rempli de caca de guépard pour vous rendre distractingly sexy. Et oui, aussi, ça a son effet. Une scientifique en combinaison, une autre, les masques me protègent de produits chimiques hasardeux et aussi camouflent mes larmes, un véritable 2 en 1, dit-elle faussement joyeuse. Ou encore cette pancarte aussi qui a eu pas mal de succès. Attention, laboratoire mixte, interdiction de tomber amoureux ou de pleurer. Et puis enfin, les garçons aussi plutôt solidaires, des femmes scientifiques. Regardez, par exemple, je cite, « La vraie question est, Tim Hunt pourrait-il tomber amoureux de nous si nous bossions dans le même labo ?» C'est ce qu'a posté l'un des 2 scientifiques que vous voyez sur votre écran. En somme, un cocktail de réactions, bijou de vulgarisation scientifique, Barbara, qui a été donc repris partout sur Internet et par les médias. Voilà, cocktail chimique, mais on ne se laisse pas faire, c'est bien. Alors le tollé a été tel, Betsabé, que le professeur en question a dû démissionner de ses responsabilités universitaires. Exactement, et oui, le prix Nobel a même démissionné de son poste de professeur honoraire à l'University College de Londres, c'était jeudi. Alors la veille, il avait quand même encore essayé, un dernier coup de patte dans l'eau dans une interview à la BBC Radio 4, combien il était vraiment désolé, je cite, ajoutant que c'était une chose stupide à dire en présence de tous ces journalistes. Décidément, il aime les gaffes parce que d'une certaine façon, on a l'impression qu'il dit que s'il avait su, il l'aurait dit en privé. Le problème, et sans doute la raison pour laquelle les réactions ont été si vives, c'est que le sexisme est véritablement répandu dans le milieu scientifique. Et oui, comme le montre notamment une étude menée par l'University de Yale en 2012, selon laquelle eh bien, les profs d'université considèrent les femmes moins compétentes que les hommes, quand bien même elles auraient la même expérience et le même niveau d'études. Et sans doute, ce n'est pas seulement dans le milieu scientifique, ce genre d'a priori. Malheureusement. Merci beaucoup, Betsabé. Allez, à suivre, après un nouveau point complet sur l'actu, cet appel à l'aide des Druzes du Golan au gouvernement israélien. Leurs frères côté syrien de la frontière pourraient se faire massacrer par les rebelles sunnites en plein conflit syrien. Ils craignent en effet une opération ethnique. On en parle juste après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Sarah Gaudron. Ce sera dans 2 petites minutes. Ne bougez pas. C'était il y a 1 an, jour pour jour, les jeunes Naftali Frankel, Eyal Ifrach et Gilad Shacher étaient enlevés en Cisjordanie, portés disparus pendant plus de 2 semaines. Eh bien, ils ont été recherchés par une unité de pistage. Léa Berdugo a retracé pour nous le chemin qu'ils ont emprunté et rencontré l'un de ces pisteurs. Reportage. C'est là que tout a commencé.
Le 12 juin 2014, 3 adolescents israéliens ont été enlevés à cette intersection alors qu'ils tentaient de faire de l'autostop. S'en est suivi une quête de 18 jours menée par une unité de pisteurs. Le sergent-major M est l'un d'entre eux. Il a souhaité garder l'anonymat et raconte le début de la traque. Les garçons sont entrés dans le véhicule, ils pensaient qu'ils les emmèneraient à Beth Shemesh, mais ils ont peu à peu compris qu'ils étaient montés dans le mauvais véhicule. Ensuite, les terroristes ont tenté de semer leurs poursuivants, se dirigeant vers le centre d'Israël. Le chemin de la voiture a ensuite été retracé. Cette route a été empruntée par les Palestiniens ayant enlevé les adolescents. Le véhicule des terroristes est arrivé ici depuis le croisement d'Alon Shvut. D'après la police et des témoins, il a fait demi-tour en direction d'Hébron. Ce soldat est un bédouin, comme la majorité des pisteurs de son unité. L'unité de pistage est composée essentiellement de bédouins qui servent bénévolement. Nous opérons par reconnaissance visuelle. Nous recherchons par exemple des traces, des empreintes que nous pouvons suivre sur de longues distances. Dernière étape de la route sans retour, le trajet direction Khalkhoul. D'ici, ils ont emporté les corps puis les ont dissimulés derrière l'une de ces maisons. Ils ont été enterrés de manière très cruelle, empilés les uns sur les autres. On a fini par les retrouver sur un terrain qui, comme il s'était avéré plus tard, appartenait à l'un des ravisseurs. C'est dans le village de Khalkhoul, situé derrière moi, que les 3 adolescents israéliens enlevés ont été enterrés. Le village de Khalkhoul est connu pour ses accointances avec le Hamas. La région reste tendue et les incidents ont été nombreux ces derniers mois. Il est l'heure de jeter un coup d'œil sur les grands titres à la une de la presse. À la presse ce matin, Cyril, on va y arriver dans un instant. Pour l'heure, on reste dans la région avec cet appel à l'aide des Druzes du Golan au gouvernement israélien. Leurs frères côté syrien de la frontière pourraient se faire massacrer par les rebelles sunnites. Ils craignent en effet une épuration ethnique. Israël refuse depuis le début du conflit d'intervenir en Syrie et se reporte désormais vers l'allié américain. Explication Maxime Pérez. La progression des djihadistes pourrait contraindre Israël à une intervention prématurée en Syrie. En cause, la situation des Druzes, une communauté d'un peu plus d'1,5 million d'habitants. Elle se trouve menacée au nord par l'organisation de l'État islamique, au sud et à l'ouest du pays, par le groupe Jabhat al-Nusra. Mercredi dernier, des membres de ce groupe proche d'Al-Qaïda ont assassiné une vingtaine de Druzes dans la province d'Idlib, qu'ils contrôlent quasi intégralement depuis le mois dernier. Une nouvelle qui a provoqué choc et colère au sein des Druzes d'Israël, frustrés de ne pouvoir porter assistance à leurs frères de Syrie. Aujourd'hui, leur leader demande au gouvernement Netanyahou d'intervenir militairement en Syrie et de bombarder les positions de Daesh et du front al-Nusra. Un scénario que semblent écarter les responsables israéliens, sauf si les combattants djihadistes venaient à s'emparer de villages druzes syriens et à y perpétrer des massacres. Les États-Unis ont été alertés et pourraient rediriger leurs frappes autour des zones druzes. Nous avons approché plusieurs pays comme les États-Unis, son ambassadeur, les Nations Unies également, ainsi que d'autres chancelleries en Europe afin qu'ils aident les Druzes de Syrie. En attendant, l'option que privilégie Israël, c'est la création d'une zone tampon à sa frontière avec la Syrie, le long du plateau du Golan. Un secteur où pourraient affluer des réfugiés druzes, à défaut d'être accueillis en Israël. Sur ce point, l'État hébreu reste intransigeant, mais se dit prêt à fournir toute l'assistance humanitaire nécessaire. Des tractations intensives auraient lieu en ce moment même avec des représentants de la Croix-Rouge. Ailleurs en Syrie, c'est la progression de forces kurdes vers la frontière turque et la province de Raqqa qui pourrait lancer un nouveau chapitre de la guerre civile en Syrie. Leur cible ne serait pas la capitale autoproclamée de Daesh,
mais la ville de Tal Abyad, désertée par la population kurde. 150 djihadistes y seraient encore retranchés, dans l'attente de renforts. Allez, on essaye de comprendre ce matin qui sont ces Druzes syriens et pourquoi cet appel à l'aide. Cyril, vous nous en dites un petit peu plus. Oui, les Druzes syriens, c'est d'abord la plus grande communauté druze établie au Proche-Orient, sur une population totale d'1 million de croyants. La plupart d'entre eux, la majorité des Druzes, vivent en Syrie. Les autres communautés vivent au Liban ou encore sur le plateau du Golan, annexé par Israël en 1980. Alors c'est une minorité, évidemment, en Syrie, 2% de la population, environ 600 000 âmes, et qui, géographiquement, vous allez le voir, est établie au sud-est de la Syrie, notamment dans la province de Souaïda, plus communément appelée aussi le Djebel Druze, le massif montagneux, donc à la frontière syro-jordanienne, et puis dans la région d'Idleb, qui vient de tomber donc aux mains des djihadistes sunnites du front Al-Nusra. Alors, dans quel camp sont-ils, ces Druzes syriens ? Alors, évidemment, les Druzes sont majoritairement pro-Assad. Ils ont refusé de participer à la rébellion en 2011, de se ranger aux côtés des rebelles contre le régime de Bachar el-Assad. Et ce, pour deux raisons. Tout d'abord, parce que traditionnellement, Barbara, vous savez, les Druzes sont fidèles. Ils prêtent allégeance au régime qui les accueille. On le voit bien d'ailleurs en Israël, où les Druzes participent servent même sous les drapeaux israéliens. Et puis, deuxième raison, c'est parce que la religion druze est issue de l'ismaélisme. C'est une branche du chiisme, tout comme les alaouites qui sont à la tête du régime en Syrie. Voilà pourquoi les Druzes se sont rangés aux côtés de Bachar el-Assad, parce qu'ils craignent d'être marginalisés, voire pris pour cible si toutefois Bachar el-Assad tombait et était donc renversé par les rebelles sunnites. Ceci étant dit, Barbara, de plus en plus de voix s'élèvent au sein de cette communauté pour critiquer l'inaction de l'armée syrienne et son incapacité à défendre les villages druzes. C'est un peu comme un capitaine dans un bateau qui coule. Bachar el-Assad se sent obligé peut-être de lâcher du lest. Il n'a pas les moyens, ou il ne veut pas se donner les moyens de défendre la communauté druze dans le Djebel Druze qu'on vient de voir. Il est trop occupé évidemment à défendre Damas ou encore le littoral alaouite. La semaine dernière, rappelons que 20 membres de la communauté druze ont été sauvagement assassinés dans la province d'Idleb par des miliciens chiites du front Al-Nusra. Alors voilà donc les communautés druzes qui se retrouvent dans l'étau sunnite entre le marteau de Daesh et l'enclume d'Al-Qaïda. Une première fois d'abord en raison de leur fidélité évidemment à Bachar el-Assad, et puis une seconde fois parce qu'il faut savoir que les Druzes sont considérés comme des hérétiques par les fondamentalistes sunnites d'Al-Qaïda ou encore de l'État islamique. Alors que vont faire les Druzes s'ils se sentent encerclés par les rebelles sunnites? À peut-être prendre les armes, comme l'a appelé un leader druze du Liban cette semaine. Toujours est-il que Israël, sous la pression des frères druzes du Golan, a décidé d'envisager, en tout cas envisage d'ouvrir un corridor humanitaire pour accueillir des réfugiés druzes syriens, si toutefois ils étaient encerclés par les rebelles sunnites. Voilà. Grande inquiétude en tout cas au sein de cette communauté druze. Merci Cyril. Allez, on reste au Moyen-Orient avec un reportage que vous signez, Cyril. Imaginez un Israélien et un Palestinien qui surmontent les obstacles pour régler une fois pour toutes le conflit qui les oppose. C'est l'idée sur laquelle ont planché justement un Israélien et un Palestinien, et ils ont une proposition qui pourrait marcher sur le papier en tout cas. Un processus de paix interminable, un binationalisme qui fait des émules côté palestinien. Le paradigme des deux États pour deux peuples aurait-il fait son temps ? 22 ans se sont écoulés depuis les accords d'Oslo et il est clair que nous sommes dans une impasse. Les implantations se sont développées en Cisjordanie et à Jérusalem, les cycles de violence sont de plus en plus rapprochés. Nous sommes arrivés à la situation désespérante où près de 70% des Israéliens et des Palestiniens soutiennent la solution des deux États, mais dans le même temps, le même pourcentage ne croit pas qu'elle se concrétisera de leur vivant. Alors pour sortir de l'impasse, une nouvelle initiative de paix vient de voir le jour. Deux États, une patrie. C'est le nom du mouvement israélo-palestinien qui a tenu ce jeudi son congrès fondateur à Jérusalem. À sa tête, le journaliste israélien Meron Rapaport et Aouni Al-Mashni, un officiel palestinien du Fatah. Depuis 3 ans, Meron et Aouni sillonnent tout Israël et les territoires palestiniens pour sortir des sentiers battus. Car pour eux, les frères siamois israéliens et palestiniens sont inopérables. 1,5 million d'Arabes palestiniens dans les frontières d'Israël, 350 000 habitants juifs dans les territoires palestiniens, nous sommes mélangés, c'est un état de fait. C'est pourquoi Israéliens et Palestiniens doivent se résoudre à vivre ensemble dans le cadre d'une confédération inspirée du modèle européen. Rien n'a été laissé au hasard.
Une charte en 11 points qui n'élude aucune question épineuse, comme le droit au retour des réfugiés palestiniens, le sort des habitants juifs de Cisjordanie ou encore le statut de Jérusalem. Un point commun, aucune des deux parties ne renonce à son attachement à la terre. La Palestine, en tant qu'État indépendant et souverain, pourra naturaliser tous les réfugiés. Ils pourront circuler librement et choisir à leur guise leur lieu de résidence. Les habitants juifs de Cisjordanie pourront vivre sous souveraineté palestinienne. Jérusalem pourra rester unifiée sous un régime particulier de souveraineté partagée et être la capitale des deux États sans séparation imposée et artificielle. Une nouvelle ligne de partage pour redonner de l'espoir, pour que la paix dans la région soit bien plus qu'un slogan. Et il est l'heure à présent de jeter un coup d'œil sur les grands titres à la une de la presse du Moyen-Orient. Cyril, on démarre par ce rapport dont on parlait il y a quelques instants. Israël a donc publié son enquête officielle sur le dernier conflit à Gaza, devançant ainsi l'enquête de l'ONU attendue dans les jours qui viennent. Et vous connaissez l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Voilà un proverbe repris ce matin par le quotidien de centre-droite Maariv, qui, comme tous les quotidiens israéliens, fait ses gros titres ce matin sur la publication du rapport officiel israélien. Israël présente les crimes de guerre du Hamas. Voilà le titre choisi par nos confrères du tabloïd de centre-droite. Snipers embusqués dans les mosquées, dépôts d'armes dans les écoles, civils utilisés comme boucliers humains. Israël accuse le Hamas d'avoir commis un double crime de guerre, celui d'avoir tiré sur des civils israéliens, mais également celui de s'être caché derrière les civils gazaouis. Oui, mais ce rapport va être aussi utile, aussi efficace qu'un ver à ventouse sur un mort. Voilà ce qu'écrit sévère ce matin l'éditorialiste du quotidien de gauche, Haaretz, car si Israël avait encouragé la reconstruction de la bande de Gaza ou encore coopéré avec la commission d'enquête qu'il a boudée, eh bien le résultat eût été autrement plus efficace. Voilà pour cette affaire, Cyril. Direction la Turquie à présent. Ankara, directement concerné lui aussi par le conflit syrien. Échappé à Daesh, voilà le titre choisi ce matin par le quotidien turc Hurriyet, au-dessus de cette image des réfugiés syriens qui s'entassent à la frontière turque pour fuir les combats qui font rage entre les Kurdes et les djihadistes de l'État islamique. Et le journal de rappeler que depuis 2011, la Turquie a accueilli sur son sol pas moins de 2 millions de réfugiés en provenance de Turquie. Et puis Turquie toujours, politique intérieure cette fois, de retour de Bakou en Azerbaïdjan. Vous le voyez ici, Erdogan dans son avion présidentiel qui se livre à un petit exercice de la conférence de presse. Le président turc a l'intention de demander à son parti, l'AKP, de former un gouvernement de coalition. Et en cas d'échec, il mandatera le CHP, c'est le Parti social-démocrate qui est arrivé deuxième au scrutin. Et si malgré tout les discussions échouent, eh bien le chef de l'État turc a affirmé qu'il utiliserait ses droits constitutionnels pour, je cite, convoquer des élections anticipées. Voilà, difficulté politique d'Erdogan. Merci beaucoup Cyril. Une question à présent qui nous concerne tous, sans qu'on puisse vraiment y échapper, la pollution. A priori, ce sont les pots d'échappement, les usines, les chauffages. Mais saviez-vous que la pollution, c'est aussi à l'intérieur de nos maisons, à l'origine de cette pollution, les composés organiques semi-volatiles, Betsabe. Ouais, qui sont omniprésents dans quasiment tous les logements. Vous allez moins rire bientôt, Cyril. Ça se trouve aussi bien dans vos sols que dans les murs, que dans l'air. C'est ce qu'a révélé juste avant le week-end une enquête inédite de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur en France. En fait, ces composés organiques semi-volatiles sont plus connus sous le nom de COV et ils sont issus de quasiment tous les objets ou matières à base de plastique ou de composés chimiques. Eh bien, regardez autour de vous, vous arriverez au constat suivant. Les COV se trouvent dans les revêtements de sol, les moquettes, les peintures, les colles, dans les meubles même, ou encore les textiles. Par le biais de quoi? Eh bien, des lessives, dans les ordinateurs, dans les parfums, dans les produits d'hygiène corporelle, sans compter tous les résidus de combustion, de tabac, d'encens, de bougies. C'est dangereux? Alors, pour l'instant, pas d'études exhaustives, mais on les suspecte de nuire au système nerveux, au système immunitaire, au système hormonal. Alors, les règles à suivre en attendant pour se protéger, très important, aérer votre maison au moins 10 minutes par jour, plus même si vous avez bricolé ou fait le ménage.
Entretenir régulièrement les appareils de chauffage et de ventilation. On évite les bougies, l'encens, les parfums d'intérieur. Et puis pendant la grossesse et avec un bébé à la maison, il est conseillé d'utiliser des produits naturels pour faire le ménage. Ça existe. Vous avez par exemple le bicarbonate de soude ou encore le vinaigre blanc. Il paraît que ça marche très bien. Ah ouais, ça nettoie pas moins bien. Ça nettoie très bien et c'est moins cher. On va essayer. Merci beaucoup. Cyril est un connaisseur. Allez, à suivre, la Gay Pride de Tel Aviv s'est tenue ce week-end. Un accent particulier a été mis cette année sur les transgenres, ces personnes dont l'identité ne correspond pas à celle de leur naissance. On revient sur ces parcours souvent chargés d'énormément de souffrance. Ce sera juste après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Sarah Gaudron. Sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous. Vous le savez, la Gay Pride de Tel Aviv s'est tenue ce week-end. Un accent particulier a été mis cette année sur les transgenres, ces personnes dont l'identité ne correspond pas à celle de leur naissance. Ils se sentent hommes ou femmes alors que leur corps leur rappelle sans cesse le contraire. C'est le cas de Michael, jeune homme de 25 ans, né comme une petite Michelle. Il a réalisé ce film bouleversant sur sa vie de transgenre. En voici un extrait. Celui qui voit ça de l'extérieur peut ne pas comprendre ce que c'est d'être avec des amis qui ne savent pas et garder le secret. Et puis tout d'un coup, boum, leur dire ce que vous allez voir va peut-être changer ce que vous pensez de moi. Mais je reste exactement la même personne qu'avant, avant que vous ne le sachiez. Quand Michael a décidé de franchir le pas, il savait qu'il ferait les choses en grand. Pas en tête-à-tête, pas de bouche à oreille, mais dans une salle remplie devant tous ses camarades d'études en communication. Ces derniers ne se doutent pas que dans un instant, il leur dévoilera son grand secret. À chaque fois qu'on me pose la question, je réponds que ce n'est pas depuis ma naissance, c'est impossible. Mais depuis l'âge de 3 ans, dès mon premier souvenir, je sentais que j'étais un garçon. Je n'ai jamais ressenti aucune confusion à cet âge-là, je sentais que j'étais un garçon. L'histoire de Michael débute il y a 25 ans, lorsqu'il naît en Afrique du Sud sous le nom de Michelle, une charmante et souriante petite fille. Lorsque sa famille émigre en Israël, personne ne s'imagine encore la douleur qu'elle ressent au fond d'elle. À 12 ou 13 ans, je suis allé chercher sur Internet si ça existait. Je pensais que j'étais le seul au monde, que ça n'existait pas et qu'on n'y pouvait rien. J'étais né femme et ça resterait comme ça. Tant pis. Mais j'ai continué à chercher, j'ai trouvé des vidéos de transgenres qui avaient fait leur transition. Mais juste avant de poster son film sur YouTube, il prépare une grande projection face à ses camarades de classe qui ne connaissent que Michael et qui n'ont jamais entendu parler de Michelle. Je suis sous testostérone depuis 3 semaines. Sous testostérone depuis 6 semaines. Sous testostérone depuis 3 mois. Sous testostérone depuis 4 mois. Sous testostérone depuis 10 mois. Être transgenre, c'est s'injecter des hormones toutes les 3 semaines, toute la vie. C'est se regarder dans le miroir à chaque fois et haïr son propre corps. Être transgenre, c'est subir des humiliations, se faire embêter, souffrir de violences verbales et physiques. Être transgenre, c'est aller à contre-courant et s'entêter à le faire, être ce que je suis vraiment. Je suis ému. Voilà, et vous pouvez retrouver l'intégralité de cette histoire hors du commun ce soir dans l'émission Reportage avec Stéphane Calvo. Ce sera juste après le grand direct. Julien, Michael, qui fait l'objet de ce reportage, a fait beaucoup de parler de lui déjà en Israël. Hein. Oui, absolument, parce que le reportage dont on vient de voir un extrait a été diffusé en intégralité il y a quelques jours en Israël, juste avant la Gay Pride.
qui justement, vous l'avez dit en lancement, mettait à l'honneur les transsexuels, et ça a fait énormément de bruit. Il y a eu une très forte audience pour ce reportage, il a été repris partout, et lors de la Gay Pride, Michael était un peu la star locale. Il y avait, si vous voulez, un char qui mettait à l'honneur les transsexuels, et on voit Michael tel qu'il est aujourd'hui. Il était comme ça d'ailleurs à la Gay Pride, sans t-shirt. Pourquoi sans t-shirt? Pas parce qu'il faisait chaud, c'est un acte militant, c'est pour montrer ses cicatrices, on le voit sous ses pectoraux, c'est vraiment les cicatrices lorsqu'on lui a retiré évidemment sa poitrine de femme. Donc voilà, c'est un acte militant pour montrer les souffrances. Alors justement, dans les faits, les histoires en général de ces transsexuels sont des histoires chargées de souffrance. Absolument, parce qu'en réalité, jusqu'à présent, ce qu'on connaissait des transsexuels, c'était des histoires un peu étranges, des histoires un peu glamour avec Dana International, avec Conchita Wurst, avec le beau-père de Kim Kardashian. Or, en réalité, derrière ces stars médiatiques, derrière Dana International et Conchita, qui sont les gagnantes de l'Eurovision, on le rappelle, pour l'Autriche et Israël, derrière ça, en réalité, il y a des personnes anonymes qui souffrent. C'est une souffrance psychologique d'être enfermé dans un corps qui n'est pas le leur. C'est une souffrance vis-à-vis de la famille, parce que pour les parents, on le voit aussi dans le reportage, c'est terrible pour eux d'avoir élevé une fille qui devient d'un coup un garçon. C'est une souffrance économique parce qu'elles n'arrivent pas à trouver un travail. C'est beaucoup de souffrance, c'est une souffrance physique parce qu'il faut faire l'opération. Il y a 41% de taux de tentatives de suicide dans le monde chez les transsexuels. 41%, c'est un taux qui est évidemment très impressionnant, et c'est également une peur au niveau des amis. On le voit dans le reportage qui diffusait ce soir en intégralité, on le rappelle. Il a peur de retirer son t-shirt à la plage, il a peur dans les douches à l'armée, etc., etc. Donc c'est une souffrance, réellement. Merci beaucoup, Julien. Rudy, on parle avec vous de cette autre histoire étonnante, celle d'une militante pour les droits afro-américains qui, depuis une dizaine d'années, faisait croire qu'elle était blanche. Oui, l'histoire de Rachel Dolezal, c'est un petit peu l'histoire que nous avait racontée en 1967 Claude Nougaro. Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir, quel manque de peau. Oui, Laetitia était en train de chanter en plateau. En tout cas, c'est effectivement l'histoire qui a fasciné la planète ce week-end. Donc celle de Rachel, depuis une dizaine d'années, elle est de toutes les manifestations pour les droits des Afro-Américaines du côté de Spokane, c'est dans la région de Washington. Et elle préside la NAACP, National Association for Advancement of Colored People, excusez-moi pour l'accent. Alors, elle a 37 ans et en plus, elle est professeure de civilisation africaine à l'université. Elle se revendique donc fièrement métisse, un métissage de racines blanches, noires et amérindiennes, jusqu'au jour où un journaliste mal intentionné de la chaîne locale KXL4 lui montre une photo d'un homme blanc, et cet homme blanc, eh bien, c'est tout simplement son père. Regardez sa réaction plutôt gênée. Is that your dad? Yeah, that's my dad. This man right here is your father? Right there? You have a question about that? Yes, ma'am. Okay. I was wondering if your dad really is an African-American man. That's a very, I mean, I don't know what you're implying. Are you African-American? I don't understand the question of, I did tell you that yes, that's my dad. And he was unable to come in January. Voilà, à partir de là, le poteau rose est révélé par les parents biologiques de Rachel, avec qui elle a coupé les ponts depuis quelques années. Alors ils disent à un journal local qu'elle a commencé à se grimer depuis à peu près une dizaine d'années, depuis l'année 2006, et qu'elle a donc changé sa coupe de cheveux à l'époque. Alors pour preuve, ils fournissent des photos de leur fille, des photos qui ne laissent aucun doute sur les origines caucasiennes de l'activiste afro-américaine. Comment elle a pu entretenir un tel mensonge pendant si longtemps? Ça a été un travail de tous les jours d'être grimée. Puis elle a aussi travaillé ça sur sa page Facebook. Elle vantait par exemple le naturel de ses boucles. Et pire, elle présentait son frère adoptif comme son fils sur plusieurs photos. Idem pour son papa. Elle avait présenté l'homme que vous allez voir dans un instant comme aussi son père biologique. En réalité, elle a quatre frères noirs adoptés par ses parents. Elle a toujours été fascinée par la question ethnique, et c'est à la maman Rutan, la maman de Rachel, Rutan, qui est d'origine allemande, que je vais presque laisser le mot de la fin. Je la cite: je trouve très triste que Rachel n'ait pas osé être elle-même. Son efficacité dans la lutte pour les droits afro-américains aurait été plus forte si elle avait été honnête avec tout le monde, en effet. Et quant au vrai mot de la fin, je le laisse à quelqu'un qui connaît bien la question, Michael Jackson.
White. Merci. Et Laetitia est encore en train de danser. Tout à l'heure, je chantais. Là, Allez, des tigres, des lions et des ours en pleine ville et en pleine liberté. C'est le scénario catastrophe que sont en train de vivre les habitants de Tbilissi, en Géorgie. Ils se sont échappés du zoo suite aux inondations qui frappent en ce moment le pays. Joseph Emmanuel. Un ours accroché à une fenêtre, un hippopotame hébété, des tigres, des lions ou encore des loups seraient également en liberté. Une trentaine d'animaux sauvages du zoo de Tbilissi errent depuis dimanche dans les rues de la capitale géorgienne. À la suite de violentes inondations, les cages du parc zoologique de la ville ont libéré les bêtes. Les équipes vétérinaires les recherchent pour les tuer parfois ou les neutraliser par des tirs de seringues hypodermiques. En pleine rue, des rues totalement recouvertes de boue. Les pluies diluviennes ont sorti la rivière de son lit. Un torrent de boue meurtrier a fait plusieurs victimes. De nombreux bâtiments sont endommagés, des dizaines de familles ont évacué leurs maisons et des milliers de personnes sont privées d'électricité et d'eau potable. Maintenant, tous les moyens techniques sont mobilisés pour retirer la boue de cette région. Nous avons déjà réussi à évacuer les blessés. Parmi eux, il y a des enfants qui ont été sauvés. Nous avons déjà effectué un inventaire. Les familles touchées recevront une totale assistance. Un hébergement temporaire est déjà prêt. Dans cette capitale de plus d'1 million de personnes, les habitants sont invités par les autorités à rester chez eux jusqu'à ce que tous les animaux soient capturés. Le gouvernement évalue les dégâts à plusieurs millions de dollars. Le président a présenté ses condoléances aux familles des victimes après s'être rendu dans les zones dévastées par la montée des eaux. Allez, on finit par du cinéma avec cette rétrospective qui se tient en ce moment à la Cinémathèque de Paris. Pas en ce moment. Ah, pas en ce moment. Alors dites-nous très bien. En tout cas, il s'agit d'Orson Welles et la rétrospective est annoncée. Voilà, la rétrospective est annoncée. Ça va commencer en fait mercredi. Ça sera pendant l'été. Ça commence donc le 17 juin mercredi jusqu'au 2 août. C'est le centenaire de la naissance d'Orson Welles et c'est pour ça que la Cinémathèque de Paris le met à l'honneur. Journée d'études, projections inédites et discussions avec des spécialistes de celui que l'on surnommait l'énergie publique. Numéro 1, Citizen Kane, qui est sorti en 1941, est considéré par certains comme le plus grand film de tous les temps. On en voit quelques images, la fameuse scène de Rosebud. Ça a révolutionné les techniques de mise en scène. Puis il a réalisé une série de films, La Splendeur des Amberson, La Dame de Shanghai, Mister Arkadine, La Soif du Mal, où les figures baroques du labyrinthe, du masque et du faux sont au service d'une subtile réflexion morale. Selon la Cinémathèque, il devient célèbre malgré le faible nombre de longs métrages achevés à son actif, seulement 13, et oui, on pourrait s'attendre à beaucoup plus, mais c'est seulement 13 longs métrages achevés. Voilà, il faut rappeler aussi qu'Orson Welles était détesté par les studios hollywoodiens. Alors oui, au départ, il était vu comme un prodige, puis très rapidement, eh bien, il coûtait trop cher, il n'était pas assez bénéfique, mais Orson Welles était tout de même un passionné, un rêveur, un homme multitâche, un multitalent, mais qui est revenu sur ses réalisations un bon nombre de fois. Il les abandonne par manque justement de moyens ou par manque de conviction. Il a laissé derrière lui une quantité de films inachevés, dont une émission sur l'Italie avec Gina Lollobrigida, qui a été oubliée dans un hôtel parisien, 2 montages de Macbeth, d'ailleurs il y a une nouvelle version qui a été présentée à Cannes, ou encore d'Othello, et une histoire immortelle tournée sur l'insistance de ses producteurs ou distributeurs, qui, ces mêmes producteurs ou distributeurs, s'ils étaient encore vivants, étaient à Cannes cette année, puisque pendant Cannes Classique, on mettait aussi à l'honneur Orson Welles, et d'ailleurs il y avait la projection de ce documentaire This is Orson Welles de Clara et Julia Kuperberg, qui explique un petit peu plus dans les détails la vie de cet homme assez mystérieux. Finalement, on va regarder un extrait de This is Orson Welles. Really discovered what a director does, and that is, I saw Citizen Kane. Welcome, gentlemen, to the Inquirer. He opened up cinema to a whole new idea of what you could do. New ways of telling story, innovations in storytelling and cinematography. My father was one of the first to work outside of the studio system. The willingness not to play by all the conventional rules. Martian cylinders are falling all over the country. He said, oh my God, it's coming closer, it's closer, closer. Ah! Silence. And Orson stood in the middle of the studio going, For the world, rocked the nation and made him famous around the world. We are deeply shocked
about the results of last night's broadcast. And I got a contract. Hollywood, it really is the truth. Everything my father touched turned to art, things that the American public couldn't understand. I remember. For us, Wells was a beacon of the individual, the individuality of a commitment to yourself and to your art. I'm sorry. I'm a director. Cut! How do you do, ladies and gentlemen? This is Orson Welles. Voilà, le rendez-vous est pris. Voilà, mercredi 17 juin jusqu'au 2 août à la Cinémathèque de Paris. Voilà, centenaire d'Orson Welles. Merci beaucoup Laetitia, merci Julien et Rudy. Et merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. Tout de suite, un nouveau point complet sur l'actu. Je vous souhaite de passer une très belle journée. On se retrouve avec grand plaisir dès demain. Portez-vous bien.